Bonjour. Dans cette vidéo, on va lire les deux derniers chapitres de l'œuvre de Victor Hugo, Le dernier jour d'un condamné, c'est-à-dire les chapitres 48 et 49. Les chapitres 48 et 49 sont écrits alors que le condamné se trouve dans un autre lieu que la conciergerie. Il se trouve à l'hôtel de ville. Comment cela est fait? Eh bien, tout simplement, lorsque le condamné a été transféré, on le transféré de la conciergerie vers la place de grève, lieu où il va être exécuté, eh bien, il a demandé de faire une dernière déclaration. Il a demandé une faveur, voilà, qu'on le laisse dire quelque chose, une dernière chose. Donc, changement de plan, on lui a accordé un peu de temps à l'hôtel de ville. Donc, c'est le lieu, c'est le troisième lieu, le dernier lieu de l'écriture. D'une chambre, comme il le mentionne en haut du chapitre 48. D'une chambre de l'hôtel de ville, voilà, il est en train d'écrire d'une chambre de l'hôtel de ville. De l'hôtel de ville. Ainsi j'y suis. Le trajet exécrable est fait, le mauvais trajet est fait, c'est-à-dire le trajet de la conciergerie vers la place de grève, puisque l'hôtel de ville, il donne sur la place de grève. La place est là, c'est-à-dire la place où il va être exécuté. Et au-dessous de la fenêtre, l'horrible peuple qui aboie. C'est une métaphore. Et m'attend et rit. J'ai eu beau me roidir, beau me crisper, le cœur m'a failli. C'est-à-dire, même si j'ai essayé d'être fort, d'être solide, d'être dur, grave, mais je n'ai pas réussi. Mon cœur a affaibli. Quand j'ai vu au-dessus des têtes, c'est-à-dire au milieu au-dessus de la foule des têtes, ces deux bras rouges avec leur triangle, en parlant bien sûr de la guillotine, de la machine avec laquelle il va être exécuté, avec leur triangle noir au bout, dressé entre les murs, entre les deux lanternes du quai, le cœur m'a failli. J'ai demandé à faire une dernière déclaration. Voilà, il a demandé à faire une dernière déclaration, il a quelque chose à dire. On m'a déposé ici, et l'on est allé chercher quelques procureurs du roi. Je l'attends. C'est toujours cela de gagner, c'est-à-dire c'est un plus, c'est-à-dire c'est du temps qui est gagné. Voilà, j'ai encore quelques minutes à vivre. 3 heures sonnées, il est exactement 3 heures. Il lui reste exactement 1 heure avant l'exécution. On est venu m'avertir qu'il était temps. J'ai tremblé, voilà, c'est le temps. J'ai tremblé. Voilà, donc là, 3 heures sonnées, c'est-à-dire qu'on était à la conciergerie. C'est-à-dire là, il va nous raconter le trajet. D'accord? Voilà, 3 heures sonnées, on est venu m'avertir qu'il était temps, c'est-à-dire le temps de partir à la place de grève. J'ai tremblé, bien sûr, de peur, comme si j'eusse pensé à autre chose depuis 6 heures, depuis 6 semaines, depuis 6 mois. Cela m'a fait l'effet de quelque chose d'inattendu. Ils m'ont fait traverser leurs corridors et descendre leurs escaliers. Ils m'ont poussé entre 2 guichets du rez-de-chaussée. Salle sombre, étroite, voûtée, à peine éclairée d'un jour de pluie et de brouillard. Une chaise qui était au milieu. Ils m'ont dit de m'asseoir. Je me suis assis. Voilà. On l'a mis dans une chambre. Il s'est assis dans une chaise. Il y avait près de la porte et le long des murs quelques personnes debout. Outre, c'est-à-dire en plus du prêtre et les gendarmes. Et il y avait aussi 3 hommes. Donc ces 3 hommes, c'est les bourreaux et ses serviteurs. Le premier, le plus grand, le plus vieux, était gras et avait la face rouge, le visage rouge. Il portait une redingote et un chapeau à 3 cornes, déformé. C'était lui, c'est-à-dire c'est le bourreau. C'était le bourreau, le valet de la guillotine. Les 2 autres étaient ses valets à lui. À peine assis, les 2 autres se sont approchés de moi, par derrière, comme des chats. Puis, tout à coup, j'ai senti un froid d'acier dans mes cheveux et les ciseaux ont grincé à mes oreilles. Mes cheveux, coupés au hasard, tombaient par mèches sur mes épaules, et l'homme au chapeau à 3 cornes les époussetait doucement avec sa grosse main.
Autour, on parlait à voix basse. Il y avait un grand bruit au dehors, comme un frémissement qui ondulait dans l'air. J'ai cru d'abord que c'était la rivière, mais à des rires qui éclataient, j'ai reconnu que c'était la foule. Un jeune homme, près de la fenêtre, qui écrivait avec un crayon sur un portefeuille, a demandé à un des guichetiers comment s'appelait ce qu'on faisait là. Donc, l'autre a répondu, la toilette du condamné. Voilà. Donc, ce qu'on est en train de faire au condamné, c'est qu'on lui coupe ses cheveux, on lui coupe le col de sa chemise. Et alors, cette étape, c'est ce qu'on appelle la toilette du condamné. C'est-à-dire, on prépare le condamné à la guillotine, voilà, pour qu'il soit exécuté. J'ai compris que cela serait demain dans le journal. C'est-à-dire que la personne qui avait demandé, qui avait posé la question, était un journaliste. Tout à coup, l'un des valets m'a enlevé ma veste. Et l'autre a pris mes deux mains qui pendaient, les a ramenées derrière mon dos, et j'ai senti les nœuds d'une corde se rouler lentement autour de mes poignets rapprochés. En même temps, l'autre détachait ma cravate, ma chemise de batiste. Seul le lambeau, seul tissu, seul vêtement qui me resta du mois d'autrefois, c'est-à-dire de ce qu'il était avant, l'a fait en quelque sorte hésiter un moment, puis il s'est mis à couper le col. À cette précaution horrible, au saisissement de l'acier qui touchait mon cou, mes coudes ont tressailli et j'ai laissé échapper un rugissement étouffé. La main de l'exécuteur a tremblé. Donc là, le grincement, c'est-à-dire lorsque le bourreau, ou bien le valet du bourreau a commencé à couper les cheveux, le grincement du ciseau, le grincement de l'acier, ça lui rappelle la guillotine, ça lui rappelle l'acier du couteau de la guillotine. Donc il a eu peur et il a gémi, il a laissé échapper un rugissement, comme il a dit, étouffé. Donc, celui qui lui coupait les cheveux pensait qu'il lui a fait mal. Donc, il lui a dit, « Monsieur, m'a-t-il dit, pardon, est-ce que je vous ai fait mal? Ces bourreaux sont des hommes très doux. » Et là, on peut parler d'une antithèse. Bourreau et doux. Donc, c'est contradictoire, il y a une certaine contradiction. La foule hurlait plus haut, au dehors. Le gros homme au visage bourgeonné m'a offert à respirer un mouchoir imbibé de vinaigre. « Merci, lui ai-je dit de la voix la plus forte que j'ai pu. C'est inutile, je me trouve bien. » Alors, l'un d'eux s'est baissé et m'a lié les deux pieds au moyen d'une corde fine et lâche, qui ne me laissait à faire que de petits pas. Cette corde est venue se rattacher à celle de mes mains. Puis le gros homme a jeté la veste sur mon dos et a noué les manches ensemble sous mon manteau. Ce qu'il y avait à faire là était fait, c'est-à-dire la toilette du condamné est terminée. Il est prêt. Alors le prêtre s'est approché avec soin, avec son crucifix. « Allons, mon fils, m'a-t-il dit. Les valets m'ont pris sous les aisselles, je me suis levé, j'ai marché, mes pas étaient mous, c'est-à-dire il a tellement peur qu'il n'arrivait même pas à être fort et à marcher. Il fléchissait comme si j'avais eu deux genoux à chaque jambe. Voilà. En ce moment, la porte extérieure s'est ouverte à deux battants. Une clameur furieuse et l'air froid et la lumière blanche ont fait éruption, c'est-à-dire toute la foule qui l'attendait a commencé à crier, à clamer, voilà. Et l'air froid de la lumière blanche en fait irruption jusqu'à moi dans l'ombre. Du fond du sombre guichet, j'ai vu brusquement, tout à la fois, à travers la pluie, les 1000 têtes hurlantes du peuple entassées pêle-mêle sur la rampe du grand escalier du palais. À droite, de plein pied, avec le seuil, un rang de chevaux de gendarmes dans la porte basse ne me découvrait que les pieds de devant et les poitrails en face, un détachement de soldats en bataille. À gauche, à l'arrière, d'une charrette auquel s'appuyait une roue de échelle, tableau hideux, bien encadré dans une porte de prison. C'est pour ce moment redouté que j'avais gardé mon courage. J'ai fait 3 pas et j'ai paru sur le seuil du guichet. « Le voilà, a crié la foule. Il sort, enfin, et les plus près de moi battaient des mains, si fort qu'on aime un roi. Ce serait moins de fête.
C'était une charrette ordinaire, avec un cheval étique et un charretier en sarrau bleu, c'est-à-dire les vêtements du conducteur de la charrette, on va dire, à dessin rouge, comme ceux des maraîchers des environs de Bicêtre. Le gros homme en chapeau à 3 cornes, c'est-à-dire le bourreau, est monté le premier. « Bonjour, monsieur Samson !» criaient des enfants pendus à des grilles. Un valet l'a suivi. « Bravo, mardi !» ont crié de nouveau les enfants. Ils se sont assis, tous les deux, sur la banquette de devant. C'était mon tour. J'ai monté d'une allure assez ferme. « Il va bien !» dit une femme à côté des gendarmes. Cet atroce éloge, donc là on remarque qu'il s'agit d'un oxymore, atroce éloge, donc atroce et éloge sont deux mots contradictoires, voilà, et voilà, donc atroce et éloge, m'a donné du courage. Le prêtre est venu se placer auprès de moi, on m'avait assis sur la banquette de derrière, le dos tourné au cheval, j'ai frémi de cette dernière attention. Ils mettent de l'humanité là-dedans. Donc, on va pas lire tout le chapitre. Donc là, le narrateur, on va sauter un peu cette partie où le narrateur raconte son trajet, il décrit ce qu'il voit, voilà ce qu'il dit au prêtre qui est à l'intérieur de la charrette. Voilà, donc on va dépasser ceci. On va y aller jusqu'à là où il y a eu l'échange, c'est-à-dire l'échange entre les gendarmes et les bourreaux. Donc voilà. Nous avons pris le fatal quai. Je commençais à ne plus voir, à ne plus entendre toutes ces voix, toutes ces têtes aux fenêtres, aux ports, aux grilles des boutiques, aux branches des lanternes, ces spectateurs avides et cruels, cette foule où tous me connaissent et où je ne connais personne, cette route pavée et murée de visages humains. J'étais ivre, stupide, insensé. C'est une chose insupportable que le poids de tant de regards appuyés sur vous. C'est-à-dire, il est en train de... voilà, le trajet est fini. On arrive vraiment à la fin de ce trajet, c'est-à-dire à la place de Grève. Il a décrit les cafés qui louaient des places, les gens qui louaient des lieux qui sont très proches de la place afin de bien voir l'exécution, d'assister à l'exécution. Donc le narrateur décrit l'ambiance comme quoi il s'agit d'un spectacle pour les autres. Donc les autres, ils sont tellement joyeux, ils sont tellement heureux de regarder cette horreur, c'est-à-dire l'exécution du narrateur. Je vacillais donc sur le banc, ne prêtant même plus d'attention au prêtre et au crucifix. Dans le tumulte qui m'enveloppait, je ne distinguais plus les cris de pitié des cris de joie, les rires des plaintes, les voix du bruit. Tout cela était une rumeur qui résonnait dans ma tête comme dans un écho de cuivre. Mes yeux lisaient machinalement les enseignes des boutiques. Voilà, on passe, c'est-à-dire les enseignes des boutiques, ça passe devant lui. Hein. Donc il lisait comme une machine les noms des boutiques, on va dire, entre parenthèses. Une fois, l'étrange curiosité me prit de tourner la tête et de regarder vers quoi j'avançais, c'est-à-dire le terme qui approche, voilà, on va où? C'était une dernière bravade de l'intelligence. C'est vraiment, il ne fallait pas qu'il le fasse. Mais le corps ne voulut pas. Ma nuque resta paralysée d'avance comme morte. J'entrevis seulement de côté, à ma gauche, au-delà de la rivière, la tour de Notre-Dame, qui, vue de là, cache l'autre. C'est celle où est le drapeau. Il y avait beaucoup de monde et qui devait bien voir. Et la charrette allait, et les boutiques passaient, et les enseignes se succédaient, écrites, peintes, dorées, et la populace, c'est-à-dire les gens, riaient et trépignaient dans la boue, et je me laissais aller, comme à leurs rêves, ceux qui sont endormis. Tout à coup, la série des boutiques qui occupaient mes yeux s'est coupée à l'angle d'une place. La voix de la foule est devenue plus vaste, plus glapissante, plus joyeuse. Encore, la charrette s'est arrêtée subitement et j'ai failli tomber la face sur les planches. Le prêtre m'a soutenu. « Courage !» a-t-il murmuré. Alors, on a apporté une échelle à l'arrière de la charrette. Il m'a donné le bras, je suis descendu, puis j'ai fait un pas, puis je me suis retourné pour en faire un autre, et je n'ai pu. Entre les deux lanternes du quai, j'avais vu une chose sinistre. Donc voilà, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu
la machine, la guillotine, donc devant lui. Donc c'est la fin, il est venu. Voilà, donc c'est là où il va demander qu'on le ramène. Il a une dernière déclaration à faire, donc qu'on le ramène à l'hôtel de ville. Oh, c'était la réalité. Je me suis arrêté comme chancelant déjà du coup. J'ai eu une dernière déclaration à faire et je criais faiblement. On m'a monté ici. J'ai demandé qu'on me laissât écrire mes dernières volontés. Ils m'ont délié les mains, mais la corde est ici, toute prête, et le reste est en bas. Donc, dans ce chapitre, le narrateur se trouve à l'hôtel de ville, mais il nous raconte comment cela s'est passé, le trajet de la conciergerie vers l'hôtel de ville et comment il a pu arriver à l'hôtel de ville, c'est-à-dire il a demandé de faire une dernière déclaration et on lui a donné cette chance d'écrire. Donc il raconte le trajet de la conciergerie vers l'hôtel de ville. Donc maintenant on va passer au dernier chapitre, c'est l'excipit, c'est la fin, c'est la situation finale on va dire. Un juge, un commissaire, un magistrat. Donc il est toujours à l'hôtel de ville. Donc devant lui, on a un juge, un commissaire, un magistrat. Je ne sais de quelle espèce vient de venir. Je lui ai demandé ma grâce. Voilà, donc il demande sa grâce. Il a envie de vivre. En joignant les deux mains et en me traînant sur les deux genoux, il m'a répondu en souriant fatalement, si c'est là tout ce que j'avais à lui dire. Voilà, c'est-à-dire, c'est ça votre déclaration, c'est demander la grâce, ma grâce, et je répétais, ou par pitié, 5 minutes encore. Qui sait, voilà. Donc, lorsqu'il était en train d'écrire le chapitre, le chapitre 48, eh bien, il attendait l'arrivée du juge du commissaire, à qui il voulait faire la dernière déclaration. Donc, lorsqu'il est arrivé, eh bien, le narrateur, le condamné, demande sa grâce. Donc voilà, ma grâce, et je répétais, ou par pitié, 5 minutes encore. Qui sait? Elle viendra peut-être. Cela est si horrible à mon âge de mourir ainsi. Des grâces qui arrivent au dernier moment. On l'a vu souvent. Et à qui fera-t-on grâce, monsieur, si ce n'est pas à moi? Cet exécrable bourreau, ce mauvais bourreau. Il s'est approché du juge pour lui dire que l'exécution devait être faite à une certaine heure, que cette heure approchait, qu'il était responsable, que d'ailleurs il pleut et que cela risque de se rouiller. Qu'est-ce qui va se rouiller? Bien sûr, c'est le couteau de la guillotine. Ça va se rouiller. Et par pitié, 1 minute pour attendre ma grâce, ou je me défends, je mords. Laissez-moi du temps. Peut-être cette grâce va venir en fin de compte. Sinon, je vais me défendre, je vais mordre. C'est la mort qui le rend méchant. Hein. Donc il essaie de toutes ses capacités de se défendre, de rester vivant. Le juge et le bureau sont sortis. Je suis seul avec 2 gendarmes. Oh, l'horrible peuple avec ses cris d'hyène. Qui sait si je ne lui échapperai pas, si je ne serai pas sauvé, si ma grâce, il est impossible qu'on ne me fasse pas grâce. Ah, les misérables. Il me semble qu'on monte l'escalier. 4 heures. Voilà. Donc, c'est la fin de l'œuvre. 4 heures signifie que, voilà, c'est le temps de l'exécution. Donc, le narrateur le condamné a été exécuté. Voilà. Donc, je pense que, comme on l'avait dit dans la première vidéo concernant le dernier jour d'un condamné, eh bien je pense que c'est ces 2 derniers chapitres qui ont, qui ont déjoué la technique et le génie de Victor Hugo. C'est-à-dire comment une personne qui va mourir dans 1 minute, dans 1 heure, arrive encore à donc elle a toujours cette capacité, cette envie, cet enthousiasme. Il veut encore tenir jusqu'à la fin cette histoire, ce journal, on va dire, comme il l'a dit, le journal de ses souffrances. Donc c'est ce qui a vraiment montré que l'œuvre, elle n'est pas, donc l'histoire
Donc l'histoire que raconte ce condamné n'est pas vraiment vraisemblable. Et vraiment à quel point les dernières minutes, les derniers jours d'un condamné sont pénibles et tellement difficiles. Donc, je pense que Victor Hugo a réussi son pari. Donc, il a réussi en fin de compte à nous faire, nous comme lecteurs, à nous faire ressentir les douleurs, les souffrances, tout ce malheur que vit un condamné à mort avant son exécution. Donc, la douleur la plus intense, ce n'est pas carrément celle qui est physique, mais plutôt la douleur et la souffrance morale.